à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de la 8e saison de Cold Facts. Aujourd'hui, on va revenir sur les 5 clubs romans, les prenons dans l'ordre alphabétique, et puis voir quelles sont nos impressions. Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est enchanté par rapport à ce qu'on avait imaginé avant le début de la saison? C'est pas un bilan parce qu'il n'y a que 7 matchs, mais ça permet déjà d'avoir un petit échantillon et de vous donner quelques stats donc sur Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève et Lausanne. Et on n'oublie pas les paris sportifs, bien sûr, et ce qui nous a fait mousser. Et cette semaine, c'est le retour en Suisse de Linus Omark à Lugano. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Alors, ouais, un petit peu mal à la gorge et toi? T'es allé à un match hier? Non, c'est juste, je sais pas si ça s'entend avec à ma voix, mais le truc est un peu pris, mais ça tiendra, t'inquiète pas. Puis toi, ça va, t'as pas de soucis de santé? Tout va bien, merci beaucoup. Avant de commencer cet épisode, on voulait d'abord parler d'un petit projet qu'on a lancé la semaine passée sur nos réseaux sociaux seulement, donc vous l'avez peut-être vu passer ou pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à nos différents comptes, en partenariat avec Dr Gaps, la brasserie qui nous soutient depuis quelques mois déjà. On a lancé une bière qui s'appelle Icebreaker pour cette saison, et on peut en acheter des cartons de 24 sur sur nos réseaux. Justement, les liens sont à disposition sur nos réseaux. Il faut payer par Twint, nous envoyer les 104 francs. C'est un moyen, 109 francs, pardon, pour les 24 bières. C'est un moyen de nous soutenir, de soutenir le podcast aussi. Donc, merci à toutes les personnes qui ont déjà passé commande. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et pour les autres, il reste encore un petit stock à disposition. Donc, n'hésitez pas à regarder. On remettra le lien probablement en story sur Instagram. Mais c'est déjà présent sur notre compte Instagram. Il y a un visuel qui a été créé et normalement vous ne pouvez pas le rater. C'est aussi sur Facebook et c'est aussi sur Twitter selon vos habitudes de consommation de réseaux sociaux. Voilà, on parle un peu de hockey. On parle beaucoup de hockey et on a décidé de commencer. Alors on va faire un ordre alphabétique et puis tu as proposé qu'on fasse pour l'épisode du jour ou de la semaine plus exactement, prendre chaque club puis dire si on est étonné, déçu, si on est en accord avec ce qu'on pensait avant le départ de cette saison et ce qu'on peut en dire après 7 matchs. Je crois qu'il y a 2 équipes qui en ont 6, mais sinon après 7 matchs, c'est pas un premier bilan, mais commençons avec Ajoie. Qu'est-ce que tu peux dire toi entre ce que tu pensais et ce que tu as vu après ces 7 premiers matchs? C'est difficile de juger le HC Ajoie qui va ramener un point de Cloton, donc le match de mardi soir. Déjà, moi, je suis hyper déçu de cette défaite à Cloton parce que, bon, alors, tu me diras, il y avait 1-0 pour Cloton à la 59e, égalisation de Kylian Motet, on y reviendra. Donc, c'était sur le tard, certes, mais dans la prolongation, comme la défense d'Ajoie se fait prendre comme des gamins, et Bellemare est mal positionné, oui. Ça part dans le... C'est vraiment une horreur de jeu, et je me dis, mais c'est quand même malheureux, c'est ton premier bloc de powerplay de 3 contre 3 qui est sur la glace. T'as Bellemare qui a une expérience longue comme le bras, et ça, c'est... Psychologiquement, tu rentres avec une défaite, même si c'est un match ok, le HC Ajoie a été dominé, au niveau des statistiques avancées, c'est vraiment pas mérité de ramener un point, mais au final, ils sont bien battus. Ils ont eu un Benjamin Conze qui a été très bon devant le filet. Un Benjamin Conze de retour après avoir été surnuméraire depuis le début de saison, donc il avait quelque chose à prouver déjà. Il l'a déjà fait ce week-end, oui. Lors de la victoire contre le CP Berne. Il y a du mieux du côté d'Ajoie. On le disait la semaine passée, qu'il y avait du mieux et qu'il manquait un résultat. Il est arrivé ce week-end contre Berne. Là, je trouve décevant en fait de perdre sur une erreur de placement pareille durant la prolongation. C'est vraiment dommage. Maintenant, au rayon des bonnes choses, Kylian Motet a marqué un but, mais surtout, ça récompense le fait que Kylian Motet, c'est le joueur qui a le plus d'expected goals quand il est sur la glace du côté d'Ajoie, avec 56,10%.
3,31 expected goals par 60 minutes de glace lorsque Kylian Mbappé est sur la glace. Il n'y a personne d'autre en dessus de 3. Donc, à 5 contre 5, bien sûr, quand il est sur la glace, il se passe des choses. Donc oui, on pourrait être, on va dire, entre guillemets, aveuglé par le fait qu'il avait 0 points, 0 but, 0 assist avant ce match à Cloton. Mais sur la glace, il se passe des choses quand il est là. Donc j'ai l'impression, et c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance, au mental, et j'ai l'impression que d'avoir marqué ce but, et un but important qui gagne un point finalement au HCA, finalement, ça va l'aider, ça va le débloquer. Et ça va le débloquer au meilleur des moments, parce que vendredi, c'est qui débarque à Port-en-Puy, c'est Fribourg. Ça sent typiquement le match où Kylian Mbappé aurait une motivation, on va dire, supplémentaire. Je pense pas qu'il aura besoin forcément de ça, mais c'est vrai que ça fait de voir cette joie. J'avais l'impression dans la joie du but de Kylian Mbappé, il y avait une espèce de joie, je sais pas si on peut dire enragée, tu sais, ce côté un peu, mais oui, et dans cette espèce de cri que j'imagine sur la glace, il y avait un peu toute cette pression que lui se met, que nous, médias, on lui met dessus simplement parce que c'est un peu la signature du côté d'agent en tant que joueur suisse. On le répète, c'est peut-être fatigant pour certains d'entendre « Ah ouais, mais bon, c'est bon, hein, chaque fois, Kylian Mbappé, la signature, blablabla. » Oui, parce que c'est ça qu'on attend pour un club qui végète, on va dire, entre les places 13 et 14, pour faire ce step. Et on attendait, j'ai l'impression que tout le monde attendait, est-ce que c'est aussi à cause de Hockey Manager ? Peut-être, mais que beaucoup de monde attendait que ça se débloque du côté de Motet. Pour moi, je suis quand même un tout petit peu déçu. J'attendais un tout petit peu mieux. C'est arrivé un poil plus tard, parce qu'il y a eu cette belle victoire contre Berne. 4-0, tout a bien marché, les étrangers ont bien fonctionné aussi. Ce point ramené à Cloton, donc finalement, 4 points sur les 2 derniers matchs, c'est super. J'attendais que ça vienne peut-être un poil avant, qu'ils arrivent à aller gratter quelque chose avant. Ma foi, ils l'ont fait maintenant. Et quand on regarde le classement, c'est pas si terrible que ça, dans la mesure où on a 2 clubs deux clubs tessinois qui sont pas à la fête. On a un Bienne qui a quand même un match en moins, hein, mais qui est aussi à 4 points. Donc c'est pas si catastrophique que ça par rapport aux adversaires. Mais je dirais qu'il faut pas forcément se baser que là-dessus. Oui, j'attendais à joie dans le fond du classement, mais avec peut-être un tout petit quelque chose en plus. Comme tu disais, dans ce match contre Cloton, on a 5% de chance pour Ajoie de ramener une victoire. Donc, ce point, c'est pas un hold-up, mais pas loin, quoi. Ah, on peut en parler comme ça, effectivement. Après, quand tu vas à l'extérieur, surtout quand tu es une équipe comme le HCA, c'est clair que tu vas te faire dominer. Cloton, c'est pas une grande équipe depuis le début de la saison, honnêtement. Moi, même s'ils ont gagné à Lausanne, on en parlera probablement un petit peu plus tard, vite fait. Mais moi, je suis pas convaincu par cette équipe de Cloton pour le moment. Ils sont vraiment pas incroyables. Donc voilà, il y a peut-être mieux à faire. D'ailleurs, on a une question, c'est Pascal qui nous a écrit à ce propos, justement. Oui, je dis pas que tu me prends au dépourvu, mais il faut vite que j'aille la rechercher. Elle est là. Salut Coldfax, un grand merci pour votre podcast de qualité, votre motivation sans faille. C'est toujours un plaisir d'écouter votre analyse neutre et pertinente de l'actualité des clubs romans. Pas de questions spécifiques de mon côté, mais un constat du match contre Cloton. Le point pris à l'extérieur n'est sur le papier pas négatif pour un club comme Ajoie, et le fait que Motet ait débloqué son compteur est positif. Cependant, sachant que Cloton évolue avec 4 étrangers, Ajoie se devait de gagner malgré les absences du côté Ajoulot. Ces occasions ne se présenteront que rarement. Dommage, il y avait une occasion de repartir avec 2 ou 3 points et quitter la dernière place, du moins temporairement. Cela aurait été un petit plus au niveau psychologique. Merci beaucoup pour votre avis. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Cet aspect de pas directement en début de saison, après 5-6 matchs, être dernier avec 3, 4, 5 points de retard sur ceux de devant où tu te sens directement décroché, c'est important de rester. Ça me fait un peu penser à une étape de montagne du Tour de France. C'est rester collé au peloton le plus longtemps possible, parce qu'une fois que tu décroches, après tu sais que tu reviendras jamais. Et
Et là, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que ces points-là, ils pourraient vraiment, vraiment être importants de rester finalement dans la course le plus longtemps possible. Et puis si ça se trouve, la course, elle va durer encore. Mais voilà, donc ça, c'est des petites occasions manquées. Au niveau du jeu, moi, il y a quelque chose qui me plaît dans les matchs que j'ai vus du HCA jusqu'à présent, c'est la qualité du forecheck à Julo. Je trouve que c'est une des phases dans lesquelles ça se passe globalement bien. Alors, Ajoa est énormément mis sous pression par le forecheck adverse, mais à l'inverse, ils arrivent également à eux mettre sous pression l'adversaire. Et ça, c'est quand même un développement que je trouve un petit peu récent dans le HCA. Et c'est pas que un joueur qui fait ça, on est bien d'accord. Mais la présence d'un Jérémy Vick, pour moi, c'est une des grandes satisfactions depuis le début de cette saison. Totalement. Je trouve qu'il apporte beaucoup, il apporte du poids. On le disait que c'était une bonne signature pour jouer au moment où ça s'est fait. Et je crois vraiment que c'est un joueur qui aide, qui amène de la profondeur, qui amène de la hargne. Il joue du box-play, du power-play. Il joue près de 20 minutes par match. Et c'est la vraie bonne signature si je dois mettre une individualité en avant parmi mes points positifs de ce début de saison. Et si je dois parler du négatif du côté d'Ajoa, moi j'ai un gros problème avec Freeman, dont je l'attendais pour l'instant plus, mais voilà, ça fait 7 matchs. On va toujours se garder quelques semaines de patience avec les étrangers qui viennent de débarquer en Suisse, mais pour l'instant, il n'a pas l'impact que tu attendrais d'un joueur étranger. Et moi, j'imagine bien que Greg Ireland, qui devrait assez rapidement retrouver un Turkulainen sur la glace, visiblement, Ireland vouloir partir avec un seul défenseur étranger, à savoir Anthony Onka. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait un ou deux retours de blessures aussi des joueurs suisses, parce que pour l'instant, la défense, elle ne peut pas se permettre de se passer de ces deux-là. Non, mais effectivement, j'allais le dire, le Turkulainen, j'ai l'impression quand même que Anthony Onka n'en serait que meilleur dans son rôle, notamment évidemment sur le powerplay, parce que on a commencé lors du match contre Berne 2-3 passes de Turkulainen, 2-3 inspirations qui faisaient te dire la saison passée qu'est-ce qu'il est bon cet Anthony Onka, et ce serait vraiment évidemment super bénéfique, peut-être pour aller gratter avec un Turkulainen. Est-ce que sur un match comme ça de hier soir, est-ce qu'il serait pas reparti avec quelque chose de plus? Qui sait? Ouais, mais bien sûr, possible, ouais. J'ai l'impression qu'on l'a eu vu des fois la saison passée, même s'il a été blessé finalement, c'était quoi, juste avant Noël ou pas loin. Il était impressionnant sur le powerplay, derrière le but, etc. Enfin, c'est ce genre de dans une équipe comme ça qui a besoin de son fer de lance. Et bah comment dire, c'est pas que c'est bête à dire, mais il l'a bien prouvé l'année passée. Est-ce qu'on peut juste, parce qu'on est encore dans la section Ajoa, alors je sais que ça va plus ça concerner Cloton, mais parler de la signature du côté de Cloton d'un ancien Ajulo. Ouais, c'est sorti juste quelques minutes avant notre enregistrement du podcast. Donc merci au service de communication de Cloton de penser à nous. Oula Palvé, le fantôme qui était présent à Porrentruy l'année dernière de temps en temps, qui a signé à Cloton pour un contrat à durée déterminée, c'est ça? Ouais, il remplace, non. C'est qu'ils ont la blessure de Brandon Gignac pour... je ne veux pas dire de bêtises, j'ai vu 4 à 6 semaines, si je ne dis pas de sottises. Mais c'est clair que, comme nous disait Pascal, Cloton a joué avec 4 étrangers, ce qui n'est pas à négliger quand même. Hein. Une grande domination avec 4 étrangers, c'est aussi ça finalement qui fait que Ajoa a encore du chemin à faire. C'est que face à une équipe, tu l'as dit, pas flamboyante, qui en plus... doit jouer avec un nombre restreint d'étrangers et qui arrive quand même à dominer pareillement parce qu'ils ont plusieurs joueurs suisses ou à licence suisse qui font la différence. Au passage aussi, tu l'as tweeté plus pour le petit clin d'œil, mais ça faisait plaisir de voir Noah Delémont marquer un but sous ses nouvelles couleurs, et un joli but en plus. Il est à la ligne bleue, il donne à un de ses coéquipiers, et puis après, il va un peu se faire oublier deuxième poteau,
Et puis il a la passe qui lui arrive dessus et il peut battre de manière assez imparable Benjamin Cons, ce qui était plutôt chouette. Et si on revient pour Palvé, il a signé jusqu'au 30 novembre. Et puis effectivement, Gignac, ce serait 4 à 6 semaines. Et puis il jouait sans Tyler Morley aussi lors du match contre Ajoie. Ouais, non, le but de Delémont, effectivement, c'est une belle passe à travers tout le slot. Derrière, il s'est bien projeté vers l'avant. Si on fait juste le calendrier d'Ajoie cette semaine avant le prochain épisode. Donc, je l'ai dit avant, réception de Fribourg-Gotteron vendredi soir. Derby contre Bienne le lendemain à Bienne, samedi. Et réception de Lausanne mardi prochain pour un HC Ajoie qui est toujours, comme on le disait avant, au contact dans ce classement avec 4 points comme Ambry et Bienne. Et justement, ce derby de samedi va être chaud et ça va nous faire une très jolie transition. Excellente transition, on passe à Bienne. Comme tu disais, Bienne qui s'est incliné à Rapperswil, rien de dramatique, somme toute, de perdre Rapperswil qui fait un début de saison plutôt assez correct, on va dire, mais Bienne qui n'arrive pas finalement à avoir ce petit kick de la victoire contre Ambry qui marque 2 points. Et puis là, on se disait peut-être qu'ils avaient pu lancer quelque chose. Non, défaite 5-2, malgré tout. Il n'y a pas tout qui a jeté du côté de Bienne. Par rapport à nos attentes, si je commence, on les voyait, on les imaginait, je les imaginais plus exactement, se bagarrer pour les places 7 à 10 en ce moment, aux alentours plutôt de la 10e place que de la 7e, pour être honnête. Mais là, c'est compliqué. Je le disais avant, ils ont quand même un match en moins par rapport aux autres. 6 matchs au lieu de 7. Avec une victoire, ça les mettrait... ils passeraient juste devant Lugano et ils seraient à une victoire à 3 points, à 1 point de Langnau. Mais Langnau, Cloton, par exemple, qui sont pas forcément flamboyants, Bienne devrait pouvoir proposer quelque chose de mieux que ce qu'ils proposent en ce moment. Il y a quand même, il y a Laxonen qui manque, il y a 2-3 bonnes choses, on va dire. Peut-être Dionisio et Tchaïka, c'est plutôt positif. Silvegaard aussi, mais il manque quelque chose, on va dire, dans l'unité du HC Bienne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bienne, c'est une équipe qui a le 2e meilleur corsi de la Ligue, avec 55,6% de shoot en sa faveur depuis le début de la saison. Donc, il y a juste Berne qui fait mieux. C'est la preuve que shooter, c'est pas ce qui te fait gagner plus de matchs, parce que Bienne et Berne ne sont pas forcément les équipes les mieux classées. D'ailleurs, Berne, c'est 61 tirs par 60 minutes de glace à 5 contre 5, très très loin devant Lausanne, qui est à 59. Et après, c'est Bienne aussi, 59-31, 59-36 pour Lausanne. Donc, Bienne, c'est une équipe qui produit du jeu offensif. Défensivement, c'est l'équipe qui tient bien la route en termes de tirs accordés. Par contre, justement, le problème, c'est que Bienne shoot beaucoup, mais a assez peu d'expected goal au final. Donc, ça veut dire que shoot beaucoup, mais peu de vraies chances tranchantes. Et le problème, c'est que Bienne ne concède pas beaucoup de shoot, mais un très haut nombre de expected goals concédés. Donc, ça veut dire qu'à la fois, ça attaque beaucoup, mais c'est peu dangereux, et ça concède peu, mais c'est très dangereux. Donc, finalement, ça me semble être à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles, dans le sens où, bonne nouvelle, c'est que c'est complètement, réparable, surtout d'un point de vue défensif. Offensivement, le problème, c'est qu'on l'avait un peu dit avant la saison, et c'est un constat qui n'est pas nouveau. Ce qui manque un petit peu de talent dans cette équipe, et puis c'est là où justement tu vas peut-être réussir à générer de meilleures occasions de but, plus nettes, plus tranchantes, et donc forcément marquer peut-être un petit peu plus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que Tchaïka, qui avait commencé 3e ligne, centre, ailier durant la préparation, il a un peu bougé. Là, il a l'air d'avoir trouvé sa place avec Elias Anderson et Silvegaard sur la première ligne.
Et si tu arrives justement à avoir un joueur comme Chaika là, qui est un joueur qui vient de débarquer, qui a été engagé, j'imagine, c'est pas un renfort très onéreux, vu son parcours, qui débarque de Tchéquie. Mais si tu arrives à faire un bon coup et à le mettre en soutien de ta première ligne, je peux te garantir qu'une équipe comme Gauthieron, qui cherche toujours un ailier de première ligne à mettre avec ses deux étrangers, vu qu'avec Nathan Marchand, c'est toujours pas la folie, bah, il serait très content. Et Chaika a l'air d'être un bon complément. Donc, ça, c'est au rayon des bonnes nouvelles, moi concernant le HTB. Il y a aussi un autre joueur que je voulais mettre en avant. Alors, il n'est pas là ces temps, mais c'est Oskari Laaksonen qui, pour moi, fait un début de saison remarquable. On parlait avant l'arrivée, on va dire, avant les premiers matchs, on parlait beaucoup de Linus Ulström et un petit peu moins d'Oskari Laaksonen. Et les premiers matchs, ça a directement été l'inverse. Laaksonen était beaucoup plus impressionnant. Ulström a eu besoin d'un petit peu plus de temps pour être dominant. Mais Laaksonen, quand il est sur la glace, défensivement, il se passe moins de choses. Donc tout est positif. Et il soutient vraiment, vraiment bien l'attaque. Il est solide. Vivement son retour. Là, il s'est fait mal la semaine dernière, mais visiblement, c'était moins grave que prévu. Il pourrait peut-être même revenir assez rapidement au jeu si j'ai bien lu mon journal du Jura mardi matin. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que Laaksonen, c'est un vrai bon début de saison de sa part. Et on a, du côté de Bienne, ce qui est des fois un peu... Est-ce que c'est un problème? Je sais pas, mais le fait que le sauveur, là, ces temps, des fois, s'appelle un peu Tony Rayala de nouveau. Et tu te dis que ce serait peut-être bien que ce soit d'autres joueurs, justement, qui endossent qui prennent la cape de super-héros et de sauveur. On le mentionnait, tu le faisais remarquer qu'un Rayala en troisième ligne, justement, il peut t'amener autre chose et qu'il peut peut-être être amené à jouer contre des lignes moins solides et donc être d'autant plus efficace. Il a toujours ce tir. Il y a un tir qui passe, d'ailleurs, son dernier but, il n'est pas fantastique là. Est-ce que c'était déjà... J'essaie de me rappeler si c'était déjà... Parce qu'on voit tellement de matchs, hein, honnêtement. Est-ce que c'était contre... Trombry, c'est le 1-0 contre Trombry. Voilà, oui. Justement, je me disais, il ne me semble pas que c'est contre Rapperswil. Mais... C'est Sen qui l'a entre les jambes. Ça, c'est pour les gens qui s'intéressent aux stats avancées, c'est 0,7% de chance un but comme ça. Donc, c'est pas beaucoup. Bah non. Non. Ça veut dire que quand on a l'impression que le gardien se fait une trouée, la stat avancée appuie totalement ce sentiment qu'on se dit non mais là, Sen, tu dois pas le prendre. Mais ça reste quand même un tir. Alors d'habitude, Rayala, en pleine confiance, il l'envoie lucarne et puis c'est classé. Mais il a quand même toujours cette propension à tirer qui amène potentiellement toujours quelque chose, soit un rebond, soit effectivement un gardien qui se trouve. Mais Rayala, qui doit être à son âge pas le dépositaire, mais celui qui est mis en avant, c'est un tout petit peu embêtant, je pense, vu le contingent actuel de Bienne. Anderson marche pas mal, mais ouais, les joueurs suisses, Gaëtan Haas qui était de retour, ce serait bien qu'ils reprennent un peu plus, je sais pas si c'est de la confiance ou qu'ils soient un peu plus présents bêtement au tableau de marque, quoi. Et parce que Bienne doit impérativement, que ce soit à lui, que ce soit parfois offert, mais vraiment a besoin d'un Gaëtan Haas pour viser, vu le début de saison, pour viser plus haut, a besoin d'un Gaëtan Haas, et on va dire peut-être d'une ligne, deuxième ligne, qui marche aussi. Pour que, quand une fois que la ligne, tu disais Silvegaard, Anderson et Chaika est muselée, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre ce lead finalement. Ouais, il y en a un qui doit vraiment sortir les pouces, c'est Fabio Hofer. Le début de la saison, c'est une catastrophe. C'est 0 but, une passe décisive. C'est l'attaquant avec Silvegaard qui a le plus de power play. 3 minutes 19 par match. Il a joué quasi 20 minutes en powerplay depuis le début de la saison. Il a rien foutu. Il peut pas avant. Mais franchement, c'est
c'est assez problématique la situation de Fabio Fer. Son seul point, il est en powerplay d'ailleurs, mais à 5 contre 5, il n'a rien produit en powerplay. Et le powerplay biennois n'est pas bon. Il n'y a que 3 buts depuis le début de la saison en 37 minutes. À titre de comparaison, Lausanne a joué 2 minutes de moins en powerplay et a marqué 6 buts de plus. On a marqué 3 fois plus. Alors oui, Lausanne, c'est la meilleure équipe en powerplay de la Ligue, on est bien d'accord. Mais Bienne, c'est vraiment, vraiment pas ça. Donc, et ça passe aussi. Enfin, si le powerplay marche pas, c'est aussi parce qu'Ofer est sur la glace. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Donc pour moi, le gros problème est, je ne veux pas pointer qu'un seul homme du doigt pour dire que ça va pas. On est bien d'accord. Mais tu parlais justement de joueurs suisses qui doivent tôt ou tard faire un petit peu la différence. Ben, ça commence clairement par Fabio Ofer. On rappelle quand même que l'année passée, c'est 17 buts, 16 passes décisives pour Fabio Ofer, 33 points. Là, il part sur une saison à moins de 10 points, en gros, si on extrapole sur 52 matchs qu'il a fait pour ce début de saison. Alors, il n'y a que 6 matchs, on est bien d'accord. Il peut clairement se réveiller, mais justement, il va vraiment falloir qu'il le fasse parce que pour l'instant, c'est complètement insuffisant ce qu'il a proposé. Mais c'est assez drôle parce que je regarde ses stats, puis on a l'impression que c'est une année sur 2, mais quand on regarde un tout petit peu plus, de manière plus précise, on voit que c'est pas totalement ça, mais 39 matchs, 16 goals en 20-21. Après, 9 goals en 34 matchs, 16 goals en 48, 8 goals en 29. Mais là, justement, si on extrapole sur 52, il aurait atteint à peu près, je pense, les 15 buts. Et puis l'année passée, 17 en 52. Donc on a l'impression que c'est un peu up, down. Et vu que c'était vraiment up la saison passée au niveau des goals, est-ce que cette année, il est sur une année un peu moins prolifique? Pas oublier non plus que c'est un joueur, il est petit et il a 34 ans. C'est-à-dire, il y a un moment, jusqu'à quand? On ne sait jamais quand est-ce que tu fais une saison où tu te dis il est un peu moins efficace. Il a le même âge que Kylian Motet. Ils sont les deux de 91. Des gars qu'on attend comme étant des buteurs. Quand ça ne veut pas, quand ils n'arrivent pas à produire, on va tout de suite regarder ce qui ne va pas et se demander ce qui cloche. Je ne dis pas que c'est l'âge, mais je constate aussi que là, si Ofer ne marque pas de but, Ofer n'est pas utile à Bienne dans ce système et dans ce schéma-là. Non, je suis d'accord avec toi. Et dernier point qu'on peut peut-être mettre en avant rapidement concernant le HC Bienne, c'est Haris Atteri. 87,9% d'arrêt, 2,95 buts par match sur les 5 matchs qu'il a joué sur les 6. Pour l'instant, c'est assez insuffisant de la part d'Haris Atteri. Mais je le disais avant aussi, si on va un poil au-delà de la statistique brute, on va dire ça comme ça, c'est aussi un gardien à qui on donne beaucoup d'expected goal contre, malgré le fait que les shoots soient assez peu nombreux, ce qui fait que forcément du coup le pourcentage d'arrêt il va pas être brillant, mais à sa décharge il y a cet aspect qu'il est parfois un petit peu délaissé derrière. Donc si les lignes arrière se resserrent un petit peu, je suis assez confiant pour qu'il soit capable de redresser la barre, parce que c'est un gardien qui vaut quand même largement mieux que ça, et Bienne a besoin d'un Seteri largement meilleur que ça pour faire une bonne saison. On fait juste le calendrier de Bienne. On a donc, pour les matchs à venir, un déplacement à Langnau vendredi, la réception d'Ajoie, on le disait, samedi, et puis la réception de Zug mardi. Qu'est-ce qu'on va dire sur ces 3 matchs, vu la situation actuelle de Bienne? Victoire contre Ajoie presque impérative, et puis ce serait bien de faire en tout cas 2 points, voire presque 3 sur les 2 autres matchs. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Nos paris sportifs, collaboration avec la Loro. La semaine dernière, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, on peut dire ça, ouais. On a fait un 2 sur 2, c'est ça? Et on a fait un 2 sur 2, exactement. J'essaye juste de reprendre ce qu'on avait dit. J'avais pris Zug à Cloton avec une cote à 2,20 pour ceux qui aiment se moquer parce que je prends des cotes trop
basse par rapport à celle de Greg. Et puis, toi, tu t'étais aventuré sur une victoire lausannoise à Rapperswil. Eh ben, les deux sont passés. Est-ce que c'est passé facile? J'essaie juste de reprendre. Bah oui, 4-0 pour Lausanne, c'est passé facile. Exactement. Et puis 5-2 pour Zug à Cloton. Là, c'était un peu... Vendredi, je crois que c'était une soirée où d'ailleurs tous les favoris, c'était un peu... Zurich avait battu Ambry 5-2, Zug avait battu Cloton 5-2, Lugano qui bat Ajoie 2-0, 4-0, et puis il y avait juste cette victoire de Davos 4-3 à Langnau, qui n'était pas avec 2 buts d'écart, mais rien que les victoires, on va dire des favoris, des clubs qui étaient bons au début de saison, on pouvait presque faire un 5 sur 5, quoi. Ouais, alors j'aurais juste pas pris le Lugano. D'ailleurs, j'ai fait un 4 sur 4 avec tout ce que tu as dit. J'ai juste pas pris le Lugano Ajoie parce que la cote était pas intéressante. Enfin, pour toi, elle était trop élevée. Hein. Ça devait être du 1,40, une cote de fou. Mais pour les gens un peu moins frileux. Un peu moins frileux, elle n'était pas très intéressante, mais les 4 autres, effectivement, sont passés. En parlant de frilosité, est-ce que tu vas nous prendre Fribourg à Ajoie à 1,50 ou bien? C'est une bonne question, parce que je regardais les matchs. Ajoie-Fribourg, Ambry-Zug, Bern-Cloton, Genève-Rapperswil, Lugano-Lausanne, Langnau-Bienne et Zurich-Davos. Waouh, quel match aussi. Ça va être assez, j'imagine, bien. Zurich... très 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 heureux de faire subir à Davos sa première défaite de la saison, puisque Davos en est à 7 sur 7 avec 20 points. Ils ont perdu quand même 1 point, mais je peux imaginer Zurich vouloir faire un statement. Après, il manque toujours André Ghetto. Là, ils ont Pontus Aberg qui est aussi blessé. Donc, mais ils ont tellement de talent, il y a quand même suffisamment pour faire tomber Davos, je pense. Il y a, honnêtement, vu ce qui se passe en ce moment, ce Lausanne à Lugano, je ne sais pas quelle est la cote, mais si elle doit être quand même à plus de 2. Elle est à 2. Lausanne est à 2 contre 1 à Lugano. Lugano à 2,80 et le match est à 4 contre 1. Mais on a aussi l'impression que Lugano, qui fait pas forcément... tout juste en ce début de saison. Ça, on a l'impression que c'est la continuité de la saison dernière. Il y a bien un moment où ils vont se réveiller, même contre une équipe qui est sans doute mieux armée, mieux composée, mieux partout. On a vu Lausanne être capable de perdre à domicile quand ça tourne pas, quand ils font des bêtises. Il y a un chaos sur la route et ça se matérialise par une défaite contre Cloton à domicile. Donc, je sais pas. Et les autres, objectivement, autres cotes, je sais pas s'il y a quelque chose. Moi, j'aime bien Genève à la maison contre Rapperswil avec handicap. Genève -1, c'est à 2,35. Donc, on rappelle, -1, ça veut dire que Genève doit gagner avec plus d'un but d'écart. Pour que le pari soit validé, donc 2-0, 3-1, 4-2, etc. Ou plus, évidemment, hein, ou 11-0, ça peut arriver. Il faudra qu'on arrête d'en parler un jour de ce match, peut-être, mais bon, bref, pas aujourd'hui. C'est une cote qui pourrait m'intéresser. Genève est quand même vachement solide, enfin, pas vachement solide, mais a une vraie marge de progression encore. Et j'ai l'impression que les cotes, elles ne sont pas encore très représentatives de ce que cette équipe est. Parce qu'actuellement, au moment où on enregistre, Genève est la 2e meilleure équipe du championnat, juste derrière Davos. Et Rapperswil, c'est une bonne équipe, mais à l'extérieur, ça peut vite être compliqué pour eux. Donc, je pourrais m'imaginer jouer Genève, j'ai encore pas décidé en voyant les cotes. Tu disais Lugano-Lausanne peut être intéressant. J'ai vu le Ambry qui est venu jouer à Genève mardi soir. Je n'ai pas trouvé Ambry très bon. Zug à 2,25, mais en même temps, Zug vient un début de saison difficile. Défensivement, c'est assez la cata. Il y a beaucoup de blessés, donc ça peut aussi être un peu compliqué pour eux d'aller jouer à Ambry. Ambry qui va vraiment, vraiment devoir marquer et gagner une fois. Donc pourquoi pas Ambry qui gagne dans le derby contre le derby du Gothard contre Zug 2,40 à la maison. C'est une jolie cote. Ouais.
Sinon, je te titillais pour rigoler sur Fribourg à 1,50 à Ajoie. Évidemment, c'est trop bas, ça ne va pas nous intéresser. Si vous pensez que Fribourg va s'en sortir du match à Ajoie avec un but d'écart, donc avec 2 buts d'écart, pardon, ce serait à 1,85. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. De nouveau, est-ce que ce sera le Redemption Tour de Kylian Mottet qui va tout donner contre Fribourg? Après, ça reste un seul joueur. Hein. Je pense quand même qu'on va parler de Fribourg juste après. Ça sera une bonne transition là aussi. Mais je sais pas. On verra. Ce que je propose, c'est qu'on passe à Fribourg. Et puis, pour savoir ce qu'on aura choisi, ce sera vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Fribourg, donc, comme promis, Fribourg qui a, après un derby perdu jeudi soir, dernier contre Genève, qui a battu Langnau 5-2 et qui a surtout battu Zurich 3-2, tir au but à domicile et une victoire qui aurait dû peut-être se matérialiser avant cette séance. Je pense que Fribourg peut regretter notamment de ne pas avoir su capitaliser sur un deuxième tiers qui était excellent. Alors exactement, Fribourg qui fait un premier tiers où ils sont englués, on va dire, dans Zurich. Et Fribourg, c'est l'équipe qui va devoir jouer vite. C'est l'équipe qui va vouloir jouer vite. Et tout l'objectif des adversaires, surtout à Fribourg, ça va être de bloquer, de freiner, de faire en sorte qu'il y ait zéro rythme. C'est exactement ce qui s'est passé dans le premier tiers. Il y a un demi-expected goal par équipe. Il se passe rien. C'est un match où tu sens que ça gratte dans les bandes, mais il n'y a pas de transition et tout. Deuxième tiers-temps, par contre, et c'est là où j'aime bien justement de voir une équipe de Fribourg qui a un visage totalement différent dans ce deuxième tiers-temps, avec près de 2 expected goals sur le match. Mais même au-delà des statistiques avancées, tu as un jeu qui va vers l'avant, tu as une transition qui est meilleure, t'as vraiment, je pense, l'équipe qui ressemble à ce qu'elle doit ressembler selon Roger Runberg. C'est l'équipe qui va vite vers l'avant. Et Fribourg, c'est la meilleure équipe en rush depuis le début de cette saison. Et c'est pas une surprise, hein, ça a été annoncé avant la saison. Mais justement, Roger Runberg a été capable de changer le visage de son équipe durant la première pause. Et ça, je trouve assez intéressant de réussir à le remarquer, en fait. Et donc c'est une belle prestation qui vient après un match, on va parler de match abouti contre Langnau, où 5-2, tu te fais pas trop embêter par Langnau. Fribourg, pour l'instant, a gagné les matchs qu'il devait, à savoir en étant très solide à la maison, mais en n'allant pas faire... il y a eu une victoire à Zug, mais on a aussi quand même un peu parlé la semaine passée de ce Zug un peu... fébrile en ce début de saison. Mais les 2 gros matchs qu'on attendait sur la route de Fribourg, c'est-à-dire à Lausanne et à Genève, c'était pas des grandes performances. Donc il manquera peut-être toujours cette première grosse victoire à l'extérieur dans un derby ou dans un match comme ça où tu attends une équipe de Gauthieron peut-être un petit peu meilleure. Mais les points sont là, 7 matchs, 12 points, 6e place. C'est un début de saison que je trouve, je dirais, satisfaisant pour les Fribourgeois. Je sais pas ce que tu en penses. J'allais dire, quand tu as dit satisfaisant puis que tu cherchais juste le mot, j'étais là, cohérent. En fait, cohérent avec ce que j'imaginais de Fribourg, capable de battre une équipe mieux dans un match, capable des fois de perdre un match qui devait gagner, mais j'attends juste de voir si Runberg peut vraiment instaurer tout ça, son système, une fois que ce sera bien en place, mais il manque quand même Glauser. Il manquait Borgström. Donc de nouveau, tu dois jouer. Alors, j'ai l'impression que tu disais on va arrêter de parler du 11-0. Je pense qu'on n'arrêtera pas de parler du 7e étranger tant qu'il n'aura pas signé. Je crois que c'est ce que tu disais peut-être la semaine dernière. Fribourg a au rayon des bonnes nouvelles, je dirais, excuse, hein, ouais. Moi, il y a
Kaplak, j'ai trouvé vraiment comme annoncé, qui a vraiment une place de défenseur numéro 1 qui arrive à faire oublier, je ne sais pas si c'est un crime de lèse-majesté que de dire qu'il arrive presque à faire oublier Gunderson. Et puis, évidemment, Sandro Schmidt, pour l'instant, qui fait tout juste, on va dire, dans l'attitude et dans le fait de devoir bientôt signer son contrat. Ouais, alors, je reviens un petit peu en arrière. Mais alors moi, je vais faire le propre avocat de la défense sur ce coup-là, vu que je suis le premier à parler de ça régulièrement. Tant que Fribourg gagne les matchs en n'ayant que 5 étrangers sur la feuille de match, moi, je peux tout à fait imaginer Gerd Senezer dire « Mais les gars, vous voulez quoi ? On donne un rôle à certains joueurs un peu plus en vue parce que typiquement là, Borgström n'était pas présent. En début de saison, Seiler n'était pas présent. Et malgré tout, on a gagné les matchs, les gars. Hein. Donc, à un moment, vous parlez que de ça, mais nous, on a 7 matchs, 12 points. Pas l'impression que c'est un 7e étranger, il y aurait eu 7 matchs, 14, 15 ou 16 points. Donc, en faisant l'avocat de la défense, les résultats, pour l'instant, donnent raison à Gerd Senezer. Mm-hmm. On verra jusqu'à quand. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur les 7 premiers matchs de Fribourg-Gotteron, les 7 fois, il n'y aurait pas eu besoin de mettre un étranger en santé en tribune, clairement. Et même le match précédent où Nemeth revient et Borgström est annoncé malade, Nemeth joue 10-11 minutes parce qu'il n'était pas encore prêt à jouer davantage. Donc typiquement, si tu as cet étranger, tu peux avoir Nemeth. Dans ces conditions-là, tu te dis, bon, bah, attends, t'attends encore mardi, reste tranquille en tribune. Ça s'est bien passé, il a joué, il n'y a pas eu de problème pour lui ce soir-là. Mais ça te force à quand même prendre des petits risques, peut-être, avec la santé. Alors, il revient de maladie, pas de blessure. C'est aussi un petit peu différent. Il devait faire tourner les jambes, ça s'est bien passé. Mais oui, en faisant l'avocat de la défense, pour l'instant, le pari, entre guillemets, de Gerd Senezer n'est pas perdu. Maintenant, et si je veux encore donner un deuxième argument, en fait, pour moi, le train, il est passé. Le 7e étranger. Parce que le train, il est mi-août. Quand tu as tout le monde sur le marché, et le prochain wagon, ou le prochain départ sur le quai, c'est au moment des camps NHL. Et actuellement, ils sont en train de il y a les cuts qui vont gentiment arriver. Mais actuellement, tu regardes les joueurs qui débarquent, il n'y a aucun nom. À la limite, Linus se marque pour des raisons affectives. Mais à part ça, il y a peu de joueurs où tu dis ouais, mais c'est le joueur qui manquait à Fribourg-Gotteron. C'est pas Oula Palvé à Kloten, c'est pas Lorenz Pilot du côté de Rapperswil, c'est pas O'Reilly du côté de Langnau, Jesse Graham du côté de Zug. Donc actuellement, en ce moment, pour moi, c'est si maintenant Gerd Senezer venait à engager le 24 septembre, typiquement un Jesse Graham pour 2 mois. Je dirais, attends, là c'est un emploi de ce genre de bois. Donc, que maintenant, il ne se passe plus rien. Maintenant, c'est la décision a été prise, la direction a été prise. Et vu que les résultats sont en adéquation avec ce qui est attendu, il aurait tort de changer son fusil d'épaule. Alors, absolument, la démonstration est convaincante. Maintenant, j'aurais besoin de toi et des statistiques parce que on nous fait remarquer, on le remarque aussi, hein, mais si on a un Julien Sprunger à -6, et là on parle du plus-minus, qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'on préfère regarder en termes de stats avancées qui vont détailler un petit peu plus, on a surtout un Jacob Delarose à -10. Alors quand on regarde pas le plus-minus, mais quand lui est à -10 et qu'on a par exemple, je sais pas moi, prenons un Latio Biasca à 4 ou un Sorensen à 3 et un Schmidt à 3, l'écart, c'est plutôt le différentiel qui fait écarquiller un peu les yeux et qui me fait me demander, dis donc Greg, qu'est-ce qui se passe, Jacob? Est-ce que c'est, si on regarde ailleurs, est-ce que c'est aussi affreux que ce -10? Oui, largement. Jacob Delarose, j'espère que ce podcast n'est pas trop écouté du côté de la Suède, mais c'est une catastrophe depuis le début de saison. Que ce soit pas un joueur offensivement important et qui marque pas et qui fasse pas se lever les foules comme un Marcus Sorensen, je crois que ça on l'a compris depuis qu'il est arrivé et c'est pas pour ça qu'il est là. Je pense que personne l'attend dans ce registre-là. Par contre, quand on engage un étranger comme centre de 3e ligne, tu t'attends à ce que tu aies un jeu
solide, que tu es un attaquant fiable défensivement, ce qu'il est capable d'être. Mais depuis le début de saison, pour te dire, tu parlais de statistiques avancées, en Corsi against, donc les nombres de shoots contre lorsque Delarose est sur la glace, c'est 60,11 lorsque lui est sur la glace. Le meilleur de Fribourg-Gotteron, c'est 42,14, donc 20 shoots de moins par 60 minutes, c'est Attilio Biasca qui a le meilleur Corsi against. Delarose à 60,11, c'est l'avant-dernier attaquant parmi ceux qui ont joué un minimum de... C'est combien? C'est 50 minutes, ça fait un minimum de 50 minutes. Le pire, c'est Jérémy Gerber à 69,27, lui il est à 71. Et après, il y a Valzer à 51, Marchand 51, Sprunger 48. Donc Delarose, quand il est sur la glace, il se passe pas grand-chose. Hein. Ils prennent une ramée de shoot. Et quand il est offensivement sur la glace, il se passe pas grand-chose. Le meilleur de Fribourg-Gotteron, c'est Sandro Schmidt. Non, c'est pas vrai, c'est Christophe Berchi. 64,49 shoot par 60 minutes quand il est sur la glace. Delarose, il est à 47,93. Et il y a 3 joueurs qui sont moins bons que lui. C'est Nathan Marchand, Samuel Valzer et Jérémy Gerber. Tous les autres sont en dessus de 5. Il y a Julien Sprunger à 50 pile. Et sinon, après, il y a un saut à 57. Et Delarose est à 47. Donc, en gros, pour faire moins de litanie de chiffres, 44% des shoots sont en faveur de Fribourg quand Delarose est sur la glace. Et donc, 56% sont contre Fribourg. Et le meilleur, c'est Attilio Biasca avec 60, juste devant Schmidt, ses copains de ligne, Schmidt et Berchi, 73, 59, 76. Bref, cette ligne-là, elle est dominante. Il me semble qu'on l'a suffisamment dit. Mm-hmm. Mais la ligne de Larose, elle est globalement mauvaise. Alors, je vais un tout petit peu le défendre. Il a commencé la saison avec un Borgström avec une préparation tronquée, pas simple. Ensuite, Borgström a quitté l'équipe pendant 2 matchs, malade ces 2 derniers matchs. C'est pas évident, mais à un moment, Delarose est pas bon non plus. Et oui, c'est une catastrophe. Et au-delà justement du 7e étranger où tu te dis ouais, mais bon, pour l'instant il gagne, certes, mais avec un Jacob Delarose qui joue comme ça, tu peux pas être positif pour le futur de Fribourg-Gotteron. Quand je dis positif pour le futur, c'est si tu as des objectifs élevés en play-off. Ça veut pas dire gagner vendredi à Ajoie ou faire une bonne saison régulière, mais pour avoir du succès, tu dois avoir un Delarose. Et moi, je le comprends, hein, ce joueur dans l'organisation voulue, centre de 3e ligne fiable qui peut amener de l'allant offensif, mais en l'état, c'est une catastrophe. Il revient de blessure, faut pas oublier. Et justement, à quel point il est en santé, je ne sais pas. Mais en l'état, moi je trouve qu'il y a quand même dans le championnat suisse, et je parle pas de Fribourg, ni de Runberg, ni de je ne sais quoi, mais c'est pas ce cas spécifique. Mais j'ai l'impression que quand on engage un étranger, il a une sorte de totem d'immunité. Vu que tu as 6 places d'étrangers et si tu as 6 étrangers sous contrat, en fait, les 6 premiers noms sur la feuille, ça va quand même souvent être les 6 étrangers. Puis après, on met les Suisses autour. Mais en fait, ils ne doivent pas être immunisés. Un soir, Delarose, il a aussi le droit d'être en tribune. De toute façon, il tire la gueule quand il sort de la glace, même quand ils ont gagné un match. Donc, il tirera la gueule en tribune, c'est pas grave. Et je critique pas, hein, je demande pas d'avoir des clowns partout. Mais dans le sens, j'ai pas l'impression que son mood va s'en retrouver altéré par rapport à ce que je vois. Son body language, on va dire ça comme ça. Je le connais pas dans le vestiaire, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez stoïque, on va dire. Mm-hmm. Je le vois pas partir en vrille et tout casser dans le vestiaire sous prétexte qu'il va être mis en tribune une fois. Ça peut au pire le réveiller. Il a suffisamment d'expérience pour justement accepter ça. Il a vécu l'Amérique du Nord. Il doit être prêt à vivre avec la concurrence et il doit être prêt à assumer son début de saison désastreux. Tu parlais, quand tu parlais des chiffres, il y a un nom qui est ressorti et tu le mentionnais aussi, c'est Nathan Marchand à l'aile de comment on dit, Sørenmark, de Sørensen et Wallmark. J'ai l'impression que Fribourg, il leur faut impérativement trouver, mais ça ce sera plutôt pour la suite, pour 2026, quelqu'un à mettre avec ces deux-là pour avoir une vraie première ligne où il y a pas un maillon faible, et j'aime pas le terme de maillon faible en parlant de Nathan Marchand, je pense pas que c'est un maillon faible, mais on se comprend d'avoir
Un Nathan Marchand en troisième ligne va être super. En première ligne, on s'attend peut-être à avoir quelqu'un d'un peu plus... je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Grégory Hoffman, Damien Ria, Sven Andrighetto, un gars comme ça, je sais pas si c'est disponible sur le marché pour 2026. Surtout que Schmidt, Berchi, Biasca, une ligne qui fonctionne bien et qui te donne une bonne deuxième ligne. Tu l'as, cette deuxième ligne, tu as ces joueurs suisses. Donc maintenant, le but, ce serait de trouver ce joueur à mettre. Parce que si, évidemment, tu mets un Biasca ou un Schmidt, bah, tu dois trouver quelqu'un pour la deuxième ligne et c'est un peu dommage. Exactement, c'est de vouloir réparer la première ligne en cassant la deuxième. Je suis pas sûr que ce soit une grande idée. Mais c'est vrai que Marchand, c'est 7 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 0 point, évidemment, pour les gens qui sont pas très bons au calcul. C'est effectivement un petit peu problématique parce que ça veut dire qu'il il y a sûrement mieux à faire. Et Marchand, c'est pas du tout un mauvais joueur. Au contraire, je pense que ici on en parle souvent en bien. C'est un chien enragé en box play. Il est intelligent. Il est toujours bien placé. Il fera jamais d'erreur en box play. Il se crée un nombre d'occasions contre justement parce qu'il est bien placé en box play. Il arrive à couper les lignes de passe. Il a beaucoup de qualité. Mais c'est vrai que la mayonnaise avec ces deux Suédois, j'ai toujours pas réussi à être convaincu. Alors, à l'inverse, l'année passée avec Schmidt, j'étais pas convaincu non plus au début. Si on se rappelle, hein, j'ai pas de problème avec le fait de me tromper. J'étais pas convaincu non plus, et ça a mis un peu de temps à fonctionner parce que c'était Schmidt qui devait passer du centre à l'aile. Il y avait des circonstances atténuantes. Mais là, j'arrive pas à avoir l'upside avec Nathan Marchand ici. Mais surtout que Sørensen, il a un but depuis le début de saison. C'est pas on peut pas se dire ouais, mais attends. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Sørensen, il a déjà 6 buts et Valmark 5. Je pense qu'il y a vraiment de la marge pour faire mieux. Mais en l'état, vu que la troisième ligne de Delarose ne fonctionne pas, est-ce qu'au moment où Borgström revient, ce qui se fait de manière épisodique, hein, oui. Borgström de temps en temps il joue les Suédois en fin de tiers, est-ce qu'à un moment il va pas falloir lâcher les chevaux et puis dire bon de toute façon, au lieu de sacrifier Borgström dans la ligne à Delarose qui fonctionne pas, bon, mais marchons là avec Delarose. Comme ça, là, tu as une vraie ligne. On va dire, j'ai l'impression d'avoir 53 ans, c'est bientôt le cas, hein, mais pas encore. En parlant de check line, mais de troisième ligne défensive censée aller contre la première ligne adverse. Mais dans les faits, si tu as un Marchand avec Delarose sur une troisième ligne, c'est vrai que ça doit être une ligne difficile à manœuvrer. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas être ça la solution? Moi, je me dis que, à défaut, ouais, ou alors il y a un nouvel étranger miraculeux. Tu parlais des cut NHL, tout d'un coup, et cette solution-là se matérialise d'un coup. Mais vraiment, j'ai l'impression que quand tu as deux bonnes lignes, on le voit, hein, des fois même 3 lignes qui marchent bien. Ça veut pas dire forcément 3 bonnes lignes, mais 3 lignes qui fonctionnent bien, tu as tellement plus de chances qu'une ligne performe un peu, soit bloquée par la bonne défensive adverse, et c'est les autres qui vont aller chercher. Je pense que en ce moment, Davos a des lignes qui fonctionnent bien, et aussi c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de power play aussi sur ce début de saison. L'échantillon est quand même encore assez faible. On aime bien faire nos premiers... qu'est-ce qu'on va dire, nos premières analyses après 10 matchs, quand même, et pas 7. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié au début de saison, et le constat reste le même après 7 matchs. Cette position d'ailier sur la première ligne, elle devrait vraiment être associée à quelqu'un de... pas une star, mais on se comprend. Et je sais pas, honnêtement, hein, si on admettons qu'on veut un joueur suisse, je sais pas si c'est disponible. Ce serait quoi? Ce serait en termes de nom. Alors, il y a toujours Tyler Moy qui est disponible, mais est-ce que ce serait le complément idéal pour Sørensen et Wallmark? Ça, je ne sais pas. Moi, il y a un nom que j'aime bien. Je sais qu'il est sur le marché. Je sais qu'il y a il y a 4 clubs apparemment qui sont dessus. C'est Simon Knack. Mm-hmm. Knack joue avec Corvi et Stransky, donc jouer avec des joueurs offensivement doués, c'est pas quelque chose qui lui fait franchement peur.
Je dis pas que Fribourg est dessus, je dis pas qu'il va aller à Fribourg, mais si tu me demandes quel joueur sur le marché peut jouer ce rôle d'ailier de première ligne, qui a l'intelligence nécessaire pour jouer à ce niveau-là, mais qui amène le côté impact physique et l'aspect un peu gratteur, rugueux, qui est capable d'aider Sørensen et Wallmark, pour moi, il fait 100% sens. Simon Knack, 23 ans, ça reste un jeune. Et est-ce que justement le projet en place là pourrait l'intéresser? J'en ai aucune idée. Mais voilà, moi, c'est le profil que je vois. Je le vois plus, lui, qu'un Tyler Moy. Parce que Tyler Moy, là, je trouve que ça fait presque une ligne hockey manager. Ouais. Tu mets Moy avec Wallmark et Sørensen, puis tu dis, ah, bah voilà, il y en a un qui marque des points pendant que les autres font des passes. Et voilà, donc moi je vois beaucoup plus un profil comme Simon Knack. Et je pense, même s'il ne va pas être donné, hein, c'est un international suisse qui était présent au dernier mondial, donc il a que 23 ans. Ouais, mais donc il ne va pas être donné, mais il va être un petit peu moins cher, je pense, qu'un Tyler Moy. Et encore, je ne suis pas 100% sûr de ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça pour moi la réponse à ta question. Et je vais terminer par un tout petit truc, petite recade défensive pour le match contre Zurich. Pourquoi? Parce que Nemeth est de retour à jouer, je disais à jouer 11 minutes contre Langnau samedi pour se remettre en jambes. Là, contre Zurich, c'est plus de 20 minutes de glace, 0 de powerplay, mais plus de 2 minutes de box-play. Et il est avec Ludwig Jönsson. Et c'est exactement ce qu'on avait dit quand Fribourg a engagé Nemeth, ou que, oui, c'est dans ce sens-là que c'est arrivé. Après avoir déjà engagé Jönsson, l'idée, c'était de les faire jouer ensemble. Le leadership d'un Nemeth, la connexion la connexion suédoise, entre guillemets, qu'ils imaginaient, le Jönsson jeune fougueux avec Nemeth, pilier défensif, c'est exactement ce que voulait Gerd Senhauser en engageant Nemeth et Jönsson. Ben voilà, maintenant, après quelques matchs, ils sont les deux sur la glace. Ça fait que Streulet est passé avec Kapla. Et j'aime bien cet alignement-là. Et t'as encore Radgeb et Jekker en attendant le retour de Glauser, encore pour un moment d'ailleurs, mais Radgeb qui fait un début de saison vraiment bon. C'est le meilleur défenseur de Fribourg-Gotteron en expected goal relatif. Ça veut dire, si tu compares le joueur par rapport à tous ses coéquipiers, c'est lui qui a le meilleur ratio d'expected goal de la défense fribourgeoise. 7,99% de plus que la moyenne des autres joueurs de Fribourg-Gotteron. Donc c'est vraiment très très solide. Donc lui aussi, je voulais juste le mettre en avant de terminer. Et donc on l'a dit avant, hein, pour la semaine à venir pour Fribourg-Gotteron, c'est le Kylian Motet-Ico de vendredi du côté de Porrentruy avec un match, donc un Ajoie-Fribourg. Le lendemain, Fribourg-en-Brie et un derby de Thüringen mardi prochain, Berne-Fribourg. C'est, somme toute, un calendrier qui n'est pas le pire de tous, si je devais, le désigner. Je dirais que Fribourg a quand même des possibilités de récolter pas mal de points avec ces 3 matchs à venir. On se retrouve à la pointe du Léman, Genève. On a dit qu'on reparlait, on essaie de ne pas reparler, mais c'est plutôt positif finalement du côté de Genève de se dire que il fallait une réaction après ce 11-0 encaissé à Lausanne il y a une semaine. Et en termes de points, on disait oui, alors tu prends 11 buts, mais ça fait que 3 points pour Lausanne, puis toi tu as 0 points, c'est pas dramatique. Et depuis, 3 victoires, une victoire contre Fribourg, une victoire contre Zurich, et puis une victoire contre Ambry, et ça fait 9 points. Donc, quand tu fais le bilan sur 12 points, t'en as fait 9, puis tu enlèves les scores, c'est plus que réussi pour Genève. Est-ce qu'ils sont là où on les attendait avant la saison? Et toi et moi, on les voyait top 6 en se disant quand même qu'il y avait beaucoup d'expérience, que Margauchi avait quand même été allé chercher des joueurs avec des passés NHL ou des très bons joueurs du championnat de Suisse. Donc, je trouve que ça roule bien. Est-ce que c'est un tout rose? Non. Il y a clairement des tas de choses à améliorer du côté de Genève. Ils sont clairement pas là où ils veulent être. Mais on va dire que ça tient pour l'instant et qu'ils ont su rebondir après un sacré coup du sort. Ouais,
je pense que la semaine passée, à la même heure, on aurait pu partir dans tous les sens aussi, ou dire mon Dieu, Trey ici, Trey ça, il faut tout virer, Gauchi par-dessus bord, etc. Et à l'inverse, mais je pense que le fait d'être allé sur place à l'entraînement, puis de leur parler, puis de voir comment ça réagissait visiblement assez bien, tu vois qu'il y a quand même un certain calme du côté de Genève. Et ça paye parce que voilà, derrière, tu as 3 victoires convaincantes. J'enlève le mot convaincante. Ouais. Tu as 2 victoires convaincantes et tu as une victoire contre Ambry. Le match à Zurich, c'est excellent. Le match contre Fribourg, c'est très solide. Et le match contre Ambry, c'était un peu n'importe quoi par moment, mais c'était solide à d'autres. Et quand même, au moment où Zwerger marque le 4-2 et fait le clown dans le coin en montrant les oreilles, en faisant le Di Domenico, un droit après, il y a 4-4. Il n'a pas eu le temps d'enlever les mains des oreilles, qu'il y a déjà 4-4. Ouais. Des fois, ça me fait assez rigoler. Je ne sais pas comment il s'est senti après le match, d'ailleurs, d'avoir fait le pitre, mais bon, tant mieux pour lui. Mais toujours est-il que ce match contre Ambry, c'est pas un grand match de Genève Servette, mais c'est 4,3 expected goals sur les 60 minutes. Ambry est pas bon. Hein. Genève devrait jamais se mettre dans une situation pareille contre cette équipe d'Ambry qui est franchement pas forte. Mais voilà, Genève s'en est sorti. Au classement, Genève est 2e. Si on nous avait dit ça il y a une semaine, je pense que c'était difficile d'y croire quand même, malgré le calme apparent ou le calme extérieur. Et ça va dans la bonne direction. Maintenant, oui, il y a quand même encore des débuts de match ratés. Stéphane Charlin est pas bon depuis le début de saison. J'allais le dire. Il reprend des buts sur le 1-0 de Burger après 2 minutes. L'emphase de Yorick Trey a été sur les débuts de match. Que Genève devait réussir tous ses débuts de match. Mais le problème, c'est que c'est pas un début de match raté. Si Charlin en laisse passer un qui doit arrêter, on va dire 98 fois sur 100, tu peux avoir le meilleur plan de match et être le mieux impliqué. Malheureusement, il y a un maillon de la chaîne qui a pas fonctionné. Mais derrière, Genève a su réagir. Et au final, moi, il y a 2 joueurs que j'aimerais mettre en avant en parlant de Genève. Un, c'est Pulujärvi, qui est vraiment épatant depuis qu'il est là. Tu sais, il est quand même arrivé avec plusieurs valises et un bagage assez important de critiques. C'est l'ancien 4e choix de draft, c'est ce gars qui a jamais réussi là-bas. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un problème d'attitude? Il y a eu beaucoup de questions et elles sont légitimes. Quand tu n'arrives pas à percer en NHL après avoir été drafté aussi haut, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. Est-ce que c'est entre les oreilles? Est-ce que c'est dans les jambes? Est-ce que c'est dans les mains? On ne sait pas. Mais en Suisse, depuis qu'il est là, son attitude, elle est exceptionnelle. Et sur la glace, il a une implication de tous les instants. Il a un jeu physique qui est hyper précieux. Avec un Maninen, ça se complète parfaitement. Et on ne parle même pas de Granlund avec eux, qui va aussi très très bien. 6 matchs, 4 buts pour Granlund. C'est aussi parce que Pulujärvi, il déménage dans les bandes. Il est physique, il est intense, il patine beaucoup. Et il a 10 passes décisives quand même depuis le début de saison, Pulujärvi. Premier but, c'était contre Ambry mardi soir. Impressionnant. C'est le meilleur passeur de la ligue avec 10 passes. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est assez fun à avoir joué. Il est atypique aussi. Il y a rien que par son visage, tu le reconnais parmi 100. Oui. Et je sais pas. Moi, je le trouve. Je trouve que c'est une acquisition qui est intéressante. Et quand on dit que certains joueurs, il leur faut quelques semaines pour s'acclimater. Et si lui, il était encore en phase d'acclimatation. Alors totalement. Malgré tout. Alors totalement. Je pense qu'il lui faut. Il lui faudra encore un tout petit peu de temps, mais simplement, c'est un joueur. Tu sais, tu disais, il vient avec des valises et puis il a ce panneau qui dit numéro 4 de la Draftcom. On en a vu en Suisse qui était numéro 1 ou numéro 2. Tu vas difficilement t'en débarrasser et tu as intérêt à être vraiment bon. Et à un moment, ton jeu ne s'accorde pas au jeu en NHL, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, dès que tu poses un pied en Europe ou un patin et que tu te mets sur une glace qui est plus en accord avec un jeu, plus en accord avec ton potentiel, et puis que ça marche, tu te dis ok, je comprends pourquoi ce joueur a été mis aussi haut sur les listes. Les scouts n'avaient pas tort.
il pensait que ça allait réussir à se traduire sur une patinoire plus petite. Tu parles du jeu physique, donc ils se sont dit non, il n'y a pas de problème, ça va passer. Finalement, ça se passe pas comme il faut. Tu lui lâches un peu la bride, tu lui donnes un tout petit peu plus d'espace, et ce joueur, il revit finalement. Et c'est pas le premier exemple de joueurs qui sont nettement mieux sur des surfaces de glace plus grandes, quoi. Donc, il faudra peut-être plus qu'il marque aussi. Si, quand t'as dit déménageur, quand t'as dit faire de la place, j'étais là. Mais il est en train de me parler de Teemu Artikainen. Ah non, en fait, il me parle de Jesse Puljujärvi. Mais Artikainen avait ce côté où il faisait la même chose. En fait, il était imbougeable. Mais alors quand même, quand tout d'un coup, sa touch du buteur reprenait le dessus, ça avait fait quoi ? 27 goals sur une saison. Donc, oui. Tu le sais. Et quand il a vu cette saison, il avait quoi ? Il aurait dû marquer, si j'essaie de me rappeler, il me semble, à un moment, tu disais 14 buts auraient dû être mis en plus que ce qu'il a maintenant. C'était le moment où il était à peine à 8 goals ou un truc comme ça. Il aurait dû en avoir plus de 20. Et sans doute que Puljujärvi, il peut arriver à des stats similaires. Le but, ce serait qu'effectivement, pour les 14 expected goals, il en marque en tout cas 10, quoi. Détail rigolo, parce que je vais parler du power play qui est vraiment pas bon depuis le début de la saison. J'en ai fait un article, je vais parler à la fin du match. Judge Harris marque le but décisif contre Ambry à 5 contre 3. Alors qu'il a rien à faire sur la glace. C'est juste que Maninen pète sa canne et donc sprint au banc. Lui, il est le premier à sauter sur la glace. Il se retrouve du coup à la place de Maninen. Il est du mauvais côté par rapport à Maninen. L'un est gaucher, l'autre est droitier. Et du coup, il se retrouve là. Et c'est lui qui marque. Et des fois, c'est marrant de voir que l'espèce d'effet papillon de cette canne cassée de Maninen a donné le but décisif de Josh Jarvis en powerplay, alors que le powerplay met pas un pied devant depuis le début de saison. C'est assez rigolo. Et en même temps, c'est quand même assez étonnant de voir que sur la glace, tu as Jimmy Vesey, tu as Granlund, Maninen, Puljujärvi et Saarijärvi. Tu te dis, c'est bon, les gars, vous pouvez directement rajouter un plus 1 au tomate, c'est bon, quoi. Et non, ça marche pas, et les choix de jeu sont pas forcément bons. Et après, des fois, quand les choix de jeu sont bons, Granlund retrouve le poteau alors qu'il a la cage ouverte. Ruta après, au passage, on parlera de Ruta juste après. Ouais. Malgré un powerplay qui est franchement pas bon, Genève est deuxième. Et j'allais dire encore plus, malgré une ligne Boson, Richard, Akesson qui est pas sur la glace, parce qu'on rappelle quand même que ces 3 joueurs devraient être sur la glace, en théorie. Akesson n'a pas encore son passeport, Boson a été surnuméraire pour ce match, et Richard est commotionné. Je dis pas qu'on les ferait jouer forcément ensemble du côté de Genève, mais cette ligne-là n'est pas présente, et malgré ça, tu as déjà un effectif qui est assez pléthorique. Ouais, je continue d'être assez convaincu par cette équipe de Genève, et je commence aussi à être de plus en plus convaincu par Jan Ruta, pas parce qu'il a marqué 3 buts en 3 matchs, ce qui est quand même assez impressionnant au passage, mais par l'implication défensive, par bêtement sa présence qui est impressionnante. Et on se dit que c'est la dernière pièce du puzzle qui a été ajoutée par Marc Gauchi à ce Genève Servette. C'est un joueur qui est arrivé tardivement au Vernet, et malgré ça, depuis qu'il est là, il est inamovible. Quand on l'a vu arriver, on était quand même un peu à se dire, il va jouer plutôt avec 2 défenseurs, il peut pas mettre Saarijärvi en tribune. Et Ruta, il débarque avec son passé NHL, avec son expérience défenseur de 35 ans qui a des centaines de matchs de NHL. Tu ne le mets pas en tribune. Mm-hmm. Du coup, ça veut dire qu'un attaquant va aller en tribune. Un ami nous disait après le match, alors c'était pas le bon match, mais après le match Lausanne-Genève, que Tyler Beck traînait la charrette avec lui. Je crois qu'il va la traîner encore en tribune à un moment, Tyler Beck, la charrette, parce que Ruta, il est devenu, c'est une des pièces majeures de cette équipe de Genève Servette. Et comme je le disais, il est arrivé tard en Suisse après avoir passé l'été en tant qu'agent libre. Il signe que le 25 août, puis un mois plus tard, il est déjà ultra dominant. C'est le défenseur qui a le meilleur taux d'expected goals de Genève Servette avec 62,03% depuis le début de saison. C'est vraiment majeur comme apport pour Genève Servette. Moi, j'ai une question. Alors, tu parles de la bonne surprise.
Qu'est-ce qu'il en est de Simon Lecoultre, de Roger Carrère, de Tim Berni? J'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y en ait, en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire, peut-être 2 sur ces 3-là qui sortent un peu. Et j'ai l'impression que Lecoultre, qui n'était pas forcément mis dans une mauvaise situation au début de saison, on attend quand même un peu plus offensivement de ce joueur. Et puis, défensivement, des fois, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Mais si c'est compensé par ce qui peut amener son apport offensif, on peut vivre avec ça. Ouais, après, à sa décharge, quand tu joues avec Sari Hervey, c'est pas toujours évident d'avoir un impact offensif majeur. Donc, je peux aussi comprendre pourquoi on le voit moins de ce côté-ci. Oui, d'un point de vue statistique, c'est pas impressionnant Simon Lecoultre, mais c'est mieux que ce qu'il a montré par le passé. Carrère, défensivement, est OK. Offensivement aussi, t'attends un petit peu plus de sa part. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et Berni, moi, je suis toujours en train d'être dubitatif. Hein. Je m'attends toujours à mieux de ce joueur. Je sais pas si le fait qu'il laisse passer NHL nous biaise ou nous le font voir plus grand qu'il devrait être. Mais je sais pas, moi j'attends toujours un petit peu plus de Tim Berni. Il joue ses minutes pourtant, hein. Il en joue 24 à Zurich. Zurich il fait un bon match. Mais contre Ambry, il est quand même parfois trouvé un petit peu à la peine défensivement, mais un peu comme toute l'équipe d'ailleurs. Mais oui, les trois ont de la place pour progresser. Maintenant, tu as un Schneller qui n'a pas beaucoup joué jusqu'à présent. Chanton marque contre Ambry et continue de faire un début de saison tout à fait correct. Il a plus de 100% d'expected goal depuis le début de la saison quand il est sur la glace, donc ça c'est très positif. Donc d'un côté, oui, je suis d'accord avec toi, puis d'un autre, si ça permet à Schneller et ou Chanton de prendre une place plus en vue, je me dis que c'est pas plus mal. Ah pour les Suisses, c'est ça qui est aussi assez positif du côté de Genève, c'est que t'as encore, et on n'a pas parlé de Dave Sutter qui fait j'ai l'impression qu'il fait ses matchs, hein. Ils ont cette capacité ou cette possibilité de mettre d'autres joueurs, même si quand même on adore les jeunes, on adore voir des joueurs se développer, puis tout d'un coup se dire ah ouais, on l'avait vu venir, lui, ça fait plaisir de voir qu'on s'était pas trompé. Il y a aussi des contingences qui font que quand tu as sur ton effectif des joueurs comme Carrère, comme Lecoultre, comme Berni qui ont des bons contrats, on ne sait pas la teneur de ces contrats, hein, mais on sait que c'est des bons contrats parce que c'est des bons joueurs suisses. Il y a quand même un espèce de petit pas goût de frustration, mais tu te dis ouais, on attend plus de vous, quoi. C'est simplement ça. Non, je suis d'accord avec toi. On attend aussi un petit peu plus de Stéphane Charlin, comme on le disait avant, qui fait pas un début de saison flamboyant. Il a 88% d'arrêt depuis le début de saison, 3,35 buts encaissés. Et c'est clairement pas au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre de lui, surtout après ce qu'il a fait l'année passée à Langnau. Nouveau système, nouvelle défense devant lui. Il doit quand même encore passer par cette phase d'apprentissage, j'ai l'impression. Mais c'est pas du tout quelque chose qui semble être problématique à mon avis pour Genève. Genève qui reçoit Rapperswil vendredi, qui se rend à Davos samedi et qui se rend également à Langnau mardi prochain pour les 3 prochains matchs avant le prochain épisode de Colfax. Ce qui nous a fait mousser cette semaine en partenariat avec Dr Gabs, d'ailleurs réservé le 4 novembre, le mardi, pour un événement. Ce qui nous a fait mousser, c'est le retour en Suisse de Linus Omark. Greg, je suis obligé de te céder tout de suite la parole parce que Linus Omark qui revient, c'est un immense sourire sur ton visage. Oui, on a perdu Artikainen pendant l'été. On retrouve Linus Omark dès le début du championnat en fin septembre. Donc ça met un peu de baume au cœur. Oui, je pense que Steinmann, le directeur sportif de Lugano, s'est également dit mettons un peu de baume au cœur de cette équipe luganaise qui fait franchement peine à voir depuis le début de saison. Linus Omark, c'est un joueur qui est électrisant et je pense qu'il y a peu de joueurs qui méritent autant cet adjectif que Linus Omark. En Suisse romande, on se rappelle de lui, hein, c'est lui qui mène lui tout seul, mais il participe au titre genevois contre
contre le HC Bienne en finale. C'est un joueur qui a été majeur en championnat de Suisse. Il fait 2 saisons avec Genève, 61 points et 56 points. La saison du titre, 12 points en 18 matchs. C'est un joueur qui est dominant offensivement, qui est beau à voir jouer, qui chaque fois qu'il est sur la glace, il peut se passer quelque chose. Donc moi, je me réjouis de voir Linus Omark pour les 2 prochaines saisons, si seulement, pour les 2 prochains mois du côté de Lugano, où il est pigiste médical, on va dire. Et moi, je serais pas surpris que cette pige se passe bien. On le voit encore un petit peu plus dans la région. Il avait donné une interview en Suède en disant qu'il a terminé la saison dernière avec un titre du côté de Luleå, qui est son club formateur, et qu'il ne se voyait pas enchaîner après ça. Il gagne avec son club le titre, il met le casque d'or sur la tête, comme c'est la tradition en Suède. Et derrière, effectivement, est-ce que tu repars vraiment à la conquête d'un titre, ou bien tu as tout réussi? Et voilà. Par contre, on parle de conquête. Reconquérir le hockey du côté de Lugano, c'est une tâche assez ardue. Ça fait quand même un moment que c'est le cirque du côté de Lugano. Changement de directeur sportif, les choses doivent gentiment se mettre en place. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi à Nick Steinman. Mais toujours est-il que Linus Omark en Suisse, c'est une vraie bonne nouvelle. Il a fait ses débuts mardi soir contre Berne. Il a joué 18 minutes dans un match perdu 0-3 par son équipe à la maison. Pas de flash pour l'instant du côté de Linus Omark, mais c'est pas complètement illogique. Il vient de débarquer, il a pas joué de match de préparation. Il s'est entraîné comme il a pu cet été, donc dans son coin, mais il a dit qu'il a fait une préparation tout à fait normale. Donc j'imagine qu'il va assez rapidement être en santé. Et pour terminer ce petit segment, on vous rappelle que sur nos réseaux sociaux, on a fait une collaboration avec Dr Gabs pour une bière afin de soutenir le podcast Colfax. Si vous à la fois voulez nous soutenir et aimer la bière, on en vend, et elles sont 109 francs le carton de 24, livraison comprise bien entendu. Et c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Vous commandez par Twint. Une fois qu'on a reçu la confirmation, on fera suivre dès que la bière sera mise en bouteille. Elle n'est pas encore en bouteille, elle est en train d'être brassée. C'est une bière de blé, bière blanche, que pour rien ne vous cacher, on nous en a parlé, mais on ne l'a pas encore goûté. On se réjouit également de la goûter. Et d'ici la semaine prochaine, on vous tiendra en courant si notre stock est encore à disposition ou pas. On termine cet épisode en parlant du Lausanne Hockey Club, qui a 2 victoires, 1 défaite depuis le match contre Genève. Normalement, si tout s'était passé correctement, on va dire, ou en tout cas selon la logique, ce serait 3 victoires. Mais il y a eu cette défaite samedi soir contre Cloton, 5-3. Lausanne, je pense, rejoue ce match. Qu'est-ce qu'on va dire, 100 fois, elle gagne peut-être 95 fois. En n'ayant pas de grosses erreurs, en ayant un gardien qui fait pas de boulettes, en ayant des défenseurs qui sont un peu plus attentifs, Cloton ne repart pas avec 3 points. Ma foi, ça arrive. C'est peut-être aussi une occasion pour Lausanne d'avoir un petit pas un reality check, mais une petite gifle pour se rappeler que tout n'est pas but en powerplay, tourner dans la zone, parce que jusqu'à présent, hormis la défaite inaugurale contre Davos, ça tournait vraiment très très bien du côté de Lausanne. Ce match contre Genève où tout réussissait, c'était une chose, mais même là, Lausanne est plus impressionnant honnêtement que ce que je m'imaginais. Bien sûr qu'on les voyait top 6, mais on sait aussi que des fois, après 2 années où tu passes tout près du titre, il y a ce côté un peu lassitude qui peut arriver. Je pense que John Foust, en ayant changé une bonne partie de son de l'effectif lausannois, voulait aussi réinjecter un petit peu quelque chose pour éviter que les joueurs soient trop déçus. Et qu'ils puissent repartir une nouvelle fois potentiellement à la conquête de quelque chose. Mais Lausanne est impressionnant dans sa façon de gérer le puck. On savait qu'ils avaient une bonne attaque. Alors elle est là, c'est clair.
On est un peu plus peut-être surpris, en tout cas de mon côté, par la défense. Et il y a eu un moment où il y avait quand même pas mal de blanchissage, notamment ce match contre Rapperswil gagné 4-0. Aussi, il y avait eu Ambry et Genève. Le match contre Langnau gagné 4-1 mardi soir. Si Lausanne ne fait pas une pénalité, peut-être que Pache peut encore faire un troisième blanchissage. En tout cas, ils encaissent qu'un seul but. Hormis ce match contre Cloton, ça tourne bien du côté de Lausanne, non, Greg? Ok, alors on va recommencer. C'était parti de mon choisi, puis tu viens de terminer là, donc je vais juste remballer un tout petit peu. Non, je suis pas d'accord avec toi sur le match Lausanne-Cloton, que Lausanne les gagne 95 fois sur 100, ce match-là. Lausanne part pas bien dans le match, 7 tirs à 15 au début du match en faveur de Cloton. Si les statistiques sont ce qu'elles sont, c'est passé dans le dernier tiers, quand c'était 5-2, il y a eu plus de 3 expected goals pour Lausanne. Donc ils sont enfin réveillés et sortis les pouces. Et dès qu'ils le font, par contre, c'est hyper impressionnant. Il y avait 5-2 à ce moment-là. Ouais. Donc non, Lausanne ne fait pas un bon match contre Cloton. C'est un de ses rares mauvais matchs depuis le début de saison. Parce que même le match d'entame à Davos était mauvais, clairement mauvais. Mais avec toutes les circonstances atténuantes qu'on peut imaginer. Premier match de la saison, en altitude, le trajet, la totale. Je le considère certes comme un mauvais match, mais je le comprends. Ce début match contre Cloton, je le comprends un petit peu moins. Je dois bien t'avouer. Et Cloton, oui, au final, a été dominé 4,7 expected goal à 2,3. Mais rappelons quand même qu'au moment où il y a 5-2 il y a 5 buts pour Cloton après 2 tiers. Ils font jeu égal avec Lausanne à ce moment-là, donc ils sont bien payés offensivement, certes, mais défensivement, ils avaient vraiment, vraiment bien fait le job. Donc, c'est le petit bémol que je mettrais sur ce que tu as dit. Par contre, sur tout le reste, je suis d'accord. C'est une équipe qui est impressionnante offensivement, qui génère beaucoup, beaucoup d'offensives. Ça, c'était le cas les années précédentes, mais pas à ce niveau-là. Et du coup, défensivement, ça tient bien la route. Ça tient très bien la route, mais c'est surtout de l'autre côté que ça se passe, avec plus de 3 expected goals par 60 minutes de glace à 5 contre 5. C'est la meilleure équipe de la Ligue. C'est impressionnant. C'est une machine à 5 contre 5 depuis bien quelques matchs maintenant, à part justement ce match contre Cloton qui est un peu une anomalie, j'ai l'impression. Et à part ça, défensivement, pour l'instant, c'est OK. J'ai mis des réserves il y a 2 semaines, je crois, sur la défense, ou il y a une semaine, sur la défense qui accordait quand même encore beaucoup de chance. Ça reste une équipe du milieu de classement, on va dire, défensivement, avec 2,15 expected goal par 60 minutes de glace à 5 contre 5. À titre de comparaison, devant, il y a Bern, Zug, Fribourg, Davos, Zurich et Genève qui font mieux. Et Lausanne fait seulement mieux que Langnau, Lugano, Bienne, Rapperswil, Cloton, Ambry et Ajoie. Donc, en gros, vraiment milieu de classement. Mais en même temps, d'être au milieu de classement dans cette statistique-là, alors que tu survoles le jeu offensivement et que ton power play survole, c'est pas une surprise en fait que Lausanne soit dominant. Maintenant, on sait très bien comment ça se passe les débuts de saison. On doit toujours faire très attention au sample size, à l'échantillon de données à disposition. L'année passée, Lausanne avait un power play qui a tenu toute la saison très haut. Je me rappelle qu'assez rapidement dans la saison, ils avaient un power play à plus de 30%, sauf erreur. Et j'avais dû dire un truc du genre ouais, mais attention, tenir un power play à ce niveau-là toute la saison, c'est quasi impossible, je pense. Ils ont fini à 27% la saison dernière et Genève a terminé à 31%. Donc tenir un power play à plus de 30%, le mot impossible est faux. Mm-hmm. Par contre, là, le power play est à 36%. Et 9 goals en powerplay depuis le début de saison, c'est fantastique. Et on l'a de nouveau vu mardi soir. Fuchs sur le powerplay a été excellent avec 2 passes décisives, 2 inspirations offensives. Oui. Et ça, c'est assez impressionnant. Et je parlais justement de l'échantillon et de choses qui sont tenables ou pas tenables sur la durée. Il y a 2 stats, 2 chiffres qui me font, on va dire, sourire et que je trouve c'est génial que ça se passe comme ça pour eux au début de saison. C'est Benjamin Bougreau et Théo Rochette qui ont respectivement 11 et 15 shoots
et qui ont 45 et 40% de réussite au shoot. Donc, Théo Rochette, c'est 6 buts. Benjamin Bougreau, c'est 5 buts. Alors que, justement, les shoots, c'est 15 tirs et 11 tirs pour Rochette et puis pour Bougreau. Donc, c'est assez impressionnant, la réussite offensive. Mais après, quand tu regardes les buts marqués, je pense surtout à ceux de Théo Rochette, alors oui, il peut aussi avoir des périodes un peu avides et il marquera peut-être pas avec autant de régularité, ça me semble bien logique. Sinon, s'il marquait à 40% toute sa carrière, je pense qu'il la ferait pas toute à Lausanne, sa carrière. mais on peut pas non plus dire c'est une chance inouïe, ça va pas continuer comme ça. Non, Lausanne se crée des chances, s'en crée énormément et des chances de qualité. Donc à un moment, quand tu crées des chances de qualité, ça doit quand même tourner dans cette direction-là, ça je suis d'accord, mais quand tu vois que même Tcharnik, il a 16 tirs, 25% de réussite au tir, il a 4 buts en 16 tirs, c'est beaucoup. Oui. Donc, et tout ça sans Suomela, qui est censé être un des meilleurs buteurs du Lausanne HC, un des meilleurs finisseurs de ce Lausanne HC, tu as déjà un pourcentage de réussite à ce niveau-là. Donc, offensivement, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter du côté de Lausanne. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui s'inquiète pour Lausanne offensivement, même avant la saison. Et par contre, c'est de l'autre côté que ça se passe mieux que prévu, ou en tout cas, ça se passe de la bonne manière actuellement. C'est défensivement. Et il y a une stat qui me marque, on va dire, depuis en regardant les profils des joueurs, c'est Erik Brännström. En fait, on disait Brännström, c'est le 4e attaquant, et quand il est sur la glace, t'attaques à 4. Statistiquement, il est à 72% d'expected goal quand il est sur la glace en faveur de Lausanne. Donc en gros, ça veut dire que 3 chances sur 4 quand il joue, c'est des chances de but pour Lausanne. C'est impressionnant. 4,34 expected goal par 60 minutes quand il est sur la glace en faveur de Lausanne à 1,65 contre. Donc en gros, ça c'est, on va dire, le leitmotiv de Erik Brännström, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et lui, s'est dit ça. Ça se passe bien. Après, il faudra peut-être s'attendre à ce que de temps en temps, il y ait un peu des revirements et que ça se passe moins bien de l'autre côté. Ça peut arriver. Un soir comme Cloton, d'ailleurs, c'est typiquement ça, même si c'est pas la faute de Brännström ce soir-là. Mais on avait dit que ça allait être un joueur extraordinaire à avoir joué offensivement, qu'on voyait des limitations défensives. Pour l'instant, il est tellement présent offensivement quand il est sur la glace qu'on n'a pas droit à l'autre face de la médaille. Non, c'est drôle aussi justement d'avoir ces joueurs qui correspondent à ce qu'on attendait d'eux, en fait. Je sais pas trop comment dire autrement, mais le powerplay aussi, honnêtement, tu regardais les noms, tu te dis oui, alors ça peut bien jouer, mais on a tellement d'exemples de powerplay avec des joueurs où on se disait non mais là, c'est pas possible, c'est le meilleur powerplay qu'on verra jamais. Puis non, ça cliquait pas. Et là, Caggiula aussi est assez utile. Et on l'avait aussi dit. On disait, Caggiula, en perdant certains joueurs, perdant Boson, en perdant peut-être Raffel, Caggiula, il peut avoir cet impact physique sans être un type d'1m90, mais amener un peu ce grit. Et oui, ça a l'air de jouer, encore une fois, après 7 matchs. Brännström, Tcharnik, Caggiula, 3 nouveaux joueurs qui amènent quelque chose avec des joueurs, tu disais Rochette, qui voient, je sais pas s'ils voient Jésus, parce que tu as raison, sur le goal qui marque mardi, il me semble que c'est légèrement dévié, ça doit pas partir forcément là où il pense, mais ça finit au fond parce qu'il est dans une dynamique hyper positive. À se poser d'ailleurs la question, et je me dis, quand t'es Patrick Fischer, tu vois ça, t'as les Jeux Olympiques et le championnat du monde qui arrivent, est-ce que mais Théo Rochette n'a jamais joué avec l'équipe de Suisse dans un grand rendez-vous. Mm-hmm. Est-ce que tu le prends? En fait, est-ce que ce Théo Rochette-là qui a marqué 3 buts en finale contre Zurich, qui a encore marqué un triplé déjà cette saison, qui voit bien le puck, il part bien de sa canne, est-ce que tu joues un peu la main chaude, mais tu te dis, ouais, mais attends, je le mets dans les conditions les plus extrêmes. Il a jamais, je l'ai pris avec nous lors des tournois de préparation, mais pour l'instant, il a jamais joué. Je le mets où? Et j'ai un peu cette question de me dire, tu le mettrais où, surtout si tu joues avec tes joueurs de NHL?
c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle Patrick Fischer va devoir répondre d'ici là. Mais sur ce qu'il montre depuis le début de saison et même sur ce qu'il a montré la saison dernière, Théo Rochette a clairement sa place. L'année passée, d'ailleurs, il aurait eu sa place s'il s'était pas blessé en fin de saison. Donc, mais ça aurait été plus simple parce qu'il aurait justement eu un tournoi international dans les pattes. Il aurait joué à ce niveau-là parce que à la fois c'est un cadeau de le mettre dans de convoquer un joueur pour les Jeux Olympiques, c'est un cadeau incroyable. Puis de le mettre dans ces conditions-là pour son premier tournoi international, ça peut ne pas être un cadeau. En même temps, il faut bien commencer quelque part. Et je me dis que ça va. Il a jamais trop eu, même quand il est arrivé à Lausanne la première saison, il n'a pas semblé pas à sa place, disons, jamais. Donc, il a encore progressé depuis ce moment-là et je peux aussi imaginer, parce que lui, il ne se cache pas que son ambition, c'est de terminer un jour en NHL, de briller lors de Jeux Olympiques face justement à un niveau de compétition de joueurs de NHL. Il n'y aurait pas mieux comme moyen de se mettre en lumière. On a une question, je te propose qu'on réponde à cette question-là, et puis moi j'ai juste une déception, je lance le nom comme ça, oulala mon Dieu, quel suspense, Ken Yeager. Mais avant de parler de Ken Yeager, c'est une question Yannick Cherbuin. Bonjour messieurs, pour le Cold Facts d'aujourd'hui ou plus tard, à propos de Basile Samsonov, je trouve qu'il propose rapidement de très bonnes choses, malgré encore quelques petits déchets parfois avec le puck. Pensez-vous qu'il pourra rapidement prendre une place importante au sein de la défense? Hier, 10 minutes de match si je ne fais erreur, de ce Lausanne dans laquelle des places de Suisse de haut niveau sont à prendre. Je le vois bien se profiler comme un Eldner plus à terme, avec un jeu puck sur la palette plus développé. Merci encore et bonne journée. Merci pour la question, déjà. Et, effectivement, il navigue entre 6 le premier match, 11 lors du 11-0, minutes de glace depuis le début de saison. On avait dit avant la saison qu'il lui faudrait du temps pour trouver la bonne carburation. En même temps, d'être dans cette équipe-là, d'être dans une équipe qui joue bien, qui a le puck, qui défend, certes, mais qui défend, on va dire, en attaquant beaucoup. C'est des conditions idéales pour progresser. Donc, moi, je le vois bien se développer. Effectivement, j'aime bien ce que je vois de Basile Samsonov depuis le début de cette saison. Même si, comme il l'a dit très justement, il n'a pas encore énormément de temps de glace jusqu'à présent. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'on l'a dit, il y a une place quand même, elle va pas être simple, il y a de la concurrence du côté de Lausanne, mais visiblement ils ont vraiment envie de lui faire confiance et c'est un projet sur 3 ans qui avait été lancé avec lui. Il faut lui laisser encore un petit peu de temps, mais est-ce qu'à terme il peut pas être celui qui va remplacer Eldner, comme il le dit très justement? Moi je le vois, cette filiation-là potentielle. Actuellement, dans le match contre Langnau, il y a Wardou qui avait été un petit peu mis de côté en début de saison, qui est revenu, qui a rejoué une dizaine de minutes aussi. Là aussi, il y a peut-être quelques minutes à pouvoir aller gratter chez lui, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce que j'aime bien dans la défense lausannoise, c'est la répartition de la glace. Depuis le début de saison, il y a rarement des marathoniens dans l'équipe du Lausanne HC. Brenstrom, il a 21 minutes. Mais il peut faire plus que 20. Mais pour un défenseur, il y a vraiment pas de problème. Nikou, il est à 20, puis après, tu as Eldner à 16-35. Tu n'as aucun défenseur suisse à plus de 16 minutes. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a une volonté. Oui, Samsonov, il est 7e défenseur, mais on lui donne quand même ses 8 minutes. Plutôt que de pousser Eldner à 18-19 et Baragagno à 18, on en donne 8 à Samsonov. Et je pense que le plan est juste. Et à terme, dans la saison, il y aura forcément des méformes, des suspensions, des blessures, que sais-je. Et il aura peut-être encore un rôle un peu plus important à prendre. Moi, je pense que prendre la place d'un Fiedler, ça doit être possible pour lui avant la fin de saison. Ouais, absolument. Et si on termine avec, je disais Ken Yeager, moi, c'est aux États-Unis, tu as un peu ce côté, une fois que tu as signé ton contrat, tu te reposes dessus. Je dis évidemment pas ça pour Ken Yeager, mais c'est assez étonnant de voir que on a du côté de Lausanne 2 lignes qui marchent très bien, même la 4e ligne qui marche extrêmement bien. Tu disais Bougro, 5 buts, on a même Douai qui a marqué. Prassel, cette ligne, on pourrait presque aussi en parler, mais on en parlera sans doute dans un autre Code Fax. Elle s'est bien trouvée pour l'instant. Et puis on a cette ligne avec Yeager au centre, Tsender, il y a eu Suomela aussi. Enfin, il manque un petit quelque chose.
Et Jaeger est pas forcément au niveau. On avait l'impression que Ward lui donnait beaucoup de temps de jeu avant, la saison passée aussi, en box-play, en power-play et tout. Puis que là, il se retrouve, je sais pas, les Américains aiment bien parler de la niche pour un joueur qui n'est pas dans les bons papiers de l'entraîneur et plutôt dans du côté négatif, hein. Il a quand même ses minutes de glace, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression qu'il est moins impactant. Est-ce qu'il le ressent? Est-ce qu'il veut trop en faire? Mais en tout cas, on a l'impression que c'est pas le Ken Jaeger des années précédentes. Ouais, j'entends ce que tu dis. Il a 1 minute et quelques de box-play depuis le début de saison. C'est un des attaquants, on va dire, de la rotation. Sa ligne, maintenant, elle est avec Fuchs et Sender en troisième ligne. Mais en même temps, on va dire indépendamment de ces derniers matchs, moi je trouve pas illogique que si un joueur s'en va, tu vas l'utiliser pour gagner des matchs, parce que le but d'un coach ça va quand même être de gagner des matchs, mais qu'à un moment, surtout maintenant dans la saison régulière, si tu as des joueurs qui font partie de ton avenir et sur qui tu comptes et que tu vas compter les années à venir, tu dois aussi plus leur faire confiance, plus les développer, leur donner des rôles en vue. Donc dans l'absolu, moi je pense que c'est plutôt une bonne idée tu parlais de raccourcir sa laisse et puis de donner à d'autres un peu plus de responsabilité, de bonnes minutes de glace. Et tu sais quand même que tu peux compter sur un Ken Jaeger en centre de troisième ligne, c'est quand même un sacré luxe dans une équipe. Et ça tourne tellement bien ailleurs qu'à un moment, tu peux pas avoir toutes tes lignes qui marquent 2 buts par soir. Donc, je me dis plutôt dans l'autre sens, en me disant que sans avoir un Ken Jaeger dominant ou capable de marquer parti sur une saison à plus de 10 buts, comme ça a eu été le cas ces dernières saisons, t'as du succès. Donc, ça veut quand même dire que quand d'autres vont avoir un petit contre-coup, c'est là où peut-être qu'on va le voir à nouveau, peut-être un petit peu repartir vers l'avant. Dernière chose, j'ai oublié de le mentionner, c'était une info made in Greg Beau. Axel Simic qui serait de retour à partir de la saison prochaine du côté de Lausanne, c'est juste? Ouais, il a signé un contrat à moyen terme selon ce que j'ai réussi à apprendre au Lausanne HC, alors qu'on sait que le long terme c'est 7 ans dans la ligue, le court terme c'est 5 ans, donc à moyen terme ça doit être 6. Non, j'en sais rien, je rigole évidemment. C'est peut-être une signature qui peut paraître étonnante. Oui. Je sais pas quel rôle on veut lui donner. Est-ce qu'on arrive à lui trouver une place du côté de Lausanne sur un des 2 premiers trios, parce qu'on sait que Simic c'est un joueur qui a besoin d'être accompagné, c'est un super finisseur, il a un bon shoot, il a quand même besoin d'être accompagné par des créateurs. Et peut-être qu'en élite troisième ligne, je suis pas sûr que c'est là où il pourrait le plus s'épanouir. Maintenant, si John Foust se dit, si je peux compter sur un Simic pour me planter des buts sur les 2 premières lignes, ça me permet d'avoir peut-être une troisième ligne encore plus forte, justement grâce à cet engagement-là. C'est peut-être une bonne idée. Je sais pas sur quel autre dossier il est actuellement, mais je peux imaginer que le PSV n'est pas encore tout à fait prêt. Mais d'avoir signé Simic, c'est de toute façon pas une mauvaise chose. Moi, je me réjouis de voir son utilisation la saison prochaine. Ouais, pareil. On est au terme de cet épisode hebdomadaire de la saison 8 de Colfax. Merci pour votre fidélité. Comme je l'ai dit dans la partie Dr Gaps, on a des bières à vendre, ça vous intéresse, pour nous soutenir, on serait heureux évidemment de vous partager cette collaboration. Et d'ici la semaine prochaine, on est à disposition pour toutes vos questions sur Facebook, Twitter ou Instagram, où vous voulez. Suivez-nous, abonnez à nos réseaux sur Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast. Parlez de nous autour de vous, c'est toujours une bonne pub de votre part. Et d'ici la semaine prochaine, bon match pour ce week-end. À bientôt.